À l'étage, Tiana gisait éveillée, écoutant le grondement de l'orage. Ruby veillait à son chevet, tricotant de ses mains d'ordinaire si fermes, bien que, pour une fois, l'inquiétude marqua ses traits. « Il le sait, n'est-ce pas » murmura Tiana. Ruby ne leva pas les yeux. « Il le sait. » Il l'a compris à la seconde où ses enfants ont ouvert la bouche. Les yeux de Tiana s'embuèrent de larmes. « Je ne voulais pas qu'il paie un tel prix. Bolton le détruira s'il avoue. Sa carrière, tout ce qu'il a bâti. » Ruby posa ses aiguilles tes poings et elle se pencha en avant. « Ma chérie, tu ne peux pas passer ta vie à protéger un homme de la vérité. C'est un père. Il a le droit de revendiquer ses enfants, et eux ont le droit de le connaître. » Tiana détourna le visage. Mais les larmes coulèrent malgré tout. Le lendemain matin, une tension palpable régnait dans la salle du conseil. La tempête avait privé d'électricité la moitié de la ville, et l'hôpital fonctionnait grâce à des générateurs limités. Les patients étaient anxieux, le personnel à bout de force, mais le comité de charité se réunit tout de même. Marcus entra, Alicia à ses côtés, sa blouse blanche immaculée malgré sa nuit blanche. De l'autre côté de la table, Bolton affichait un sourire en coin, tel un homme certain de sa victoire. « Dr Reed, » commença l'un des membres du conseil, « nous comprenons que vous ayez pris un intérêt inhabituel pour le cas de Mademoiselle Price. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?» Le cœur de Marcus battait la chamade. Il pouvait mentir, sauver sa carrière, ou dire la vérité. Il se leva, regardant chaque membre dans les yeux. « Parce qu'elle est bien plus qu'une patiente pour moi. Il y a des années, Tiana Price était la femme que j'aimais, et ses 3 enfants, dehors dans le hall. Ce sont mes enfants. » Des hoquets de surprise parcoururent la table. Les yeux d'Alicia s'écarquillèrent, mais elle ne broncha pas. Bolton se recula, son sourire tranchant comme du verre. Et voilà. Conflit d'intérêts. Son témoignage est invalide. Invalide, claqua Marcus. Ou gênant? Vous avez retardé ce cas encore et encore alors que la vie d'une femme ne tient qu'à un fil. Elle n'a plus de jours devant elle. Elle n'a même plus d'heures, et vous vous cachez derrière des protocoles pendant que des enfants supplient des inconnus dans la rue pour sauver la vie de leur mère. La salle bourdonna de murmures. Madame Caldwell, l'une des membres, ajusta ses lunettes. Monsieur Bolton, est-il vrai que l'hôpital a déjà reçu des dizaines de milliers de dollars de dons destinés aux soins de Mademoiselle Price? Bolton se raidit. Les fonds n'ont pas été validés. Nous ne pouvons pas encore les utiliser. Alicia abattit un dossier sur la table. C'est un mensonge. Ils ont été validés ce matin, mais quelqu'un a détourné le compte. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle leva son téléphone, la voix tremblante de fureur. La plateforme a signalé une activité suspecte. L'argent a été transféré vers un compte externe. Nous pensons qu'il s'agit d'une tentative de fraude. Le sang de Marcus se glaça. Docteur. Le visage de Bolton s'empourpra, mais il se reprit vite. Quoi qu'il en soit, les règles sont claires. Le docteur Reed est disqualifié de ce dossier. Sans son témoignage, nous ne pouvons prouver la situation de détresse. Madame Caldwell se pencha en avant. Au contraire. Si le père de ses enfants se tient ici, affirmant qu'il ne les a pas soutenus financièrement, alors la détresse est avérée, et cela ne fait que renforcer leur éligibilité. Pour la première fois, l'assurance suffisante de Bolton vacilla. En bas, dans le hall, les triplés observaient avec anxiété les gens chuchoter autour d'eux. Les journalistes tournaient comme des vautours, attendant des nouvelles de l'étage. Nova tenait la main de ses frères et sœurs, murmurant « Il se bat pour nous. Je sais qu'il le fait. » Dehors, la tempête hurlait plus fort, la pluie fouettant les portes vitrées. Là-haut, la salle du conseil éclata en débat. Certains arguaient de l'image désastreuse qu'aurait l'approbation du cas de Tiana dans de telles circonstances. D'autres, émus par l'histoire des enfants, insistaient sur le fait qu'ils n'avaient pas le choix. Finalement, Madame Caldwell frappa sur la table. Assez. Nous passons au vote. Les membres griffonnèrent sur des bouts de papier. L'atmosphère était lourde pendant le décompte. 5 pour, 4 contre. Le comité de charité approuve le dossier de Mademoiselle Price, annonça Madame Caldwell. Son opération sera programmée immédiatement. Un soulagement inonda Marcus comme une marée montante. Alicia s'affaissa contre sa chaise, expirant de triomphe.
Le visage de Bolton, cependant, était un masque de tonnerre. Il se pencha vers Marcus alors que la salle se vidait. « Vous pensez avoir gagné? Vous venez de signer votre arrêt de mort dans cet hôpital. Quand j'en aurai fini, vous ne pratiquerez plus la médecine nulle part dans cette ville. » Marcus soutint son regard avec fermeté. « Tant qu'elle vit, je peux vivre avec ça. » Mais en bas, le plan de docteur était déjà en marche. Il faisait les 100 pas dans son appartement, ordinateur ouvert, tandis que des lignes de code défilaient. Presque fini, grommela son complice par appel vidéo. Une fois ce dernier transfert validé, le compte sera vide. Les gamins ne verront pas un centime. Docteur eut un sourire narquois. Parfait. Le temps que l'opération soit finie, ils réaliseront qu'ils ont chanté pour rien. À cet instant précis, dans son lit d'hôpital, Tiana halta, sa poitrine se serrant à nouveau. Les moniteurs se mirent à hurler alors que ses signes vitaux s'effondraient. Les infirmières crièrent, se précipitant avec le matériel d'urgence. La tempête dehors rugissait. À l'intérieur, le chaos éclata. Et Marcus, courant vers sa chambre, le savait. Même avec l'approbation du conseil, il était peut-être déjà trop tard. La tempête martelait Atlanta avec la fureur de 100 points. La pluie s'abattait sur les murs de verre du Grady-Crest médical, et le tonnerre craquait si fort qu'il ébranlait l'ossature même du bâtiment. À l'intérieur, les lumières vacillèrent une fois, 2 fois. Puis, avec un claquement sec, elles moururent. Pendant une fraction de seconde, le silence enveloppa les couloirs. Plus de machines, plus de voix, juste la tempête au dehors. Puis les alarmes se déclenchèrent, stridentes, urgentes. Les générateurs de secours tout sautèrent avant de s'allumer, plongeant l'hôpital dans une lueur tamisée et inégale. Les infirmières criaient dans les couloirs, poussant des chariots et se précipitant pour vérifier les patients reliés aux machines. La panique se propagea dans les salles d'attente alors que les visiteurs s'accrochaient à leurs proches dans l'obscurité. Aux soins intensifs, Marcus sprintait vers la chambre de Tiana. Ses moniteurs clignotaient, instables sur l'alimentation de secours. Sa poitrine se soulevait, luttant pour chaque respiration. « Reste avec moi, Tiana » murmura-t-il en serrant sa main. « Reste avec moi. » En bas, les triplés s'étaient blottis contre Mademoiselle Ruby quand le courant avait coupé. L'obscurité soudaine fit crier Nico, ses petits doigts agrippant ceux de sa sœur. « Chut, bébé, ça va aller » apaisa Ruby, bien que sa propre voix tremblât. Mais les yeux de Nia furetés partout, écarquillés par la peur. « Et si les machines s'arrêtent ? Maman en a besoin. » Nova déglutit difficilement. Puis, avec le courage de quelqu'un bien plus âgé que ses 7 ans, elle se leva. « On ne peut pas laisser tout le monde avoir peur. Maman dit que la musique rend la peur plus petite. On doit chanter. » Ruby cligna des yeux. « Maintenant ? Dans le noir ? » « Oui, » dit fermement Nova. Elle se tourna vers ses frères et sœurs. « Allez, pour maman. » Alors, tous les 3 se levèrent au milieu du hall et commencèrent à chanter. Leurs voix, fluettes au début, se frayèrent un chemin à travers le chaos. Les patients levèrent les yeux. Les visiteurs cessèrent leur chuchotement frénétique. Même le personnel ralentit, tournant la tête vers le son. Lift every voice and singulier. L'harmonie des triplés flottait dans l'obscurité, chaleureuse et constante. Lentement, la panique s'apaisa. Les gens respirèrent plus profondément. Une infirmière sourit à travers ses larmes. Un homme en fauteuil roulant essuya ses yeux. Au 6e étage, Alicia était coincée dans un ascenseur quand le courant coupa. La cabine gémissait, bloquée entre 2 étages. À ses côtés, Nia montait pour apporter à sa mère une carte qu'elle avait dessinée. La peur fit trembler la voix de l'enfant. « On est coincé, pas vrai ?» Alicia força le calme dans sa voix. « Juste pour un petit moment. L'équipe de maintenance va nous sortir de là. » Les mains de Nia tremblaient. « J'aime pas être ici. Il fait noir. » Alicia s'agenouilla, prenant ses mains. « Alors faisons ce que tes sœurs font en bas. Chantons. Tu peux m'apprendre la chanson ?» Et dans cet espace exigu et piégé, la voix tremblante de Nia commença à tisser au Magen. Alicia se joignit à elle, sa voix d'adulte inégale mais sincère. Pour un instant, l'ascenseur n'était plus une cage, mais une tribune de cœur. Pendant ce temps, Nico dartait à travers la salle d'attente, une énergie inquiète bouillonnant dans sa poitrine.
Il ne pouvait pas rester assis pendant que ses sœurs chantaient. Il tira sur le bras de Ruby. On doit aider plus. Les gens ont soif. On peut distribuer de l'eau. Ruby fronça les sourcils, mais la détermination dans ses yeux la fit opiner. D'accord. Va prendre ces bouteilles au distributeur, mais reste là où je peux te voir. Ainsi, Nico devint un petit soldat de l'espoir, pressant des bouteilles dans des mains, offrant de petits sourires. La tempête dehors rugissait, mais à l'intérieur, les enfants portaient la lumière. À l'étage, Marcus faisait les 100 pas devant les soins intensifs alors que les machines vacillaient à nouveau. Le docteur Patel passa en coup de vent. Le bloc est prêt, mais on tourne en puissance partielle. Si on commence maintenant et que les secours lâchent, on pourrait la perdre en pleine opération. Les poings de Marcus se serrèrent. Si on attend, on la perd de toute façon. Patel croisa son regard. Alors il nous faut plus de générateurs. La ville en envoie, mais ils sont à des heures d'ici. Marcus passa une main dans ses cheveux, des heures qu'il n'avait pas. Puis, une mélodie familière filtra par les conduits d'aération, faible mais inratable. Omagen. Les triplés chantaient en bas, leur voix s'élevant contre l'orage. Marcus ferma les yeux, laissant les sons le stabiliser. Il se tourna vers Patel, la détermination flamboyante. On lui achète du temps, peu importe ce qu'il en coûte. Sur le parking, des phares percèrent la tempête. Un convoi de fourgonnettes arriva, des générateurs sanglés sur des remorques. Des hommes en imperméable sautèrent à terre, déchargeant le matériel. L'un d'eux, un pasteur local, cria par-dessus le tonnerre, les voix de ces gosses ont mis la moitié de la ville debout. On ne laissera pas les lumières s'éteindre sur leur maman. Ruby vit les camions depuis la fenêtre du hall et serra sa poitrine. Seigneur, tu réponds aux prières plus vite que l'éclair. La foule dans le hall acclama alors que les machines vrombissaient, insufflant une nouvelle puissance dans les veines de l'hôpital. Mais tout le monde ne se réjouissait pas. À l'étage, Bolton bouillait dans son bureau. Il avait espéré que la tempête forcerait un délai qui tuerait l'affaire en silence. Au lieu de cela, les voix des enfants avaient rallié la ville entière. Il frappa du poing sur son bureau. Si ça devient un cirque médiatique, c'est ma tête qui tombera. Reed se prend pour un héros. On verra quel genre de héros il est quand je détruirai sa carrière. À minuit, le pire de la tempête était passé, mais la ville se noyait encore dans l'obscurité. À l'intérieur, les triplés étaient assis par terre, leur voix rauque mais inflexible. Marcus s'approcha enfin d'eux, s'agenouillant pour croiser leurs regards. Sa voix s'adoucit. Vous ne savez pas ce que vous avez fait ce soir. Vous n'avez pas juste sauvé votre maman, vous avez sauvé tout l'hôpital. Nova cligna des yeux, épuisé. On a bien fait? Il sourit, la gorge serrée. Vous avez fait plus que bien. Vous avez fait un miracle. Ils sourirent faiblement, s'appuyant les uns contre les autres, sombrant enfin dans le sommeil. Mais dans l'ombre du parking, Drake Holland était assis dans sa voiture, son ordinateur brillant sur ses genoux. La voix de son complice grésilla dans le haut-parleur. Transfert terminé. Compte vidé. D'ici demain, le solde sera à 0. Docteur eut un sourire narquois. Parfait. Laissez la ville célébrer. Demain, ils réaliseront qu'ils ont chanté pour du vent. Dans son lit d'hôpital, Tiana remua faiblement, ses paupières papillonnant. Sa voix était éteinte. Marcus. Il se pencha, prenant sa main. Je suis là. Ses lèvres tremblèrent. Promets-moi. Peu importe ce que fait Bolton, tu ne laisseras pas les enfants porter ce fardeau seul. La poitrine de Marcus lui fit mal. Je le promets. Les machines bipaient régulièrement pour l'instant, mais il savait que le temps pressait. L'opération était inévitable, tout comme l'affrontement avec Bolton. À l'aube, la tempête était passée, laissant Atlanta meurtrie et gorgée d'eau. Les rues étaient jonchées de branches, les feux tricolores clignotaient au rouge, et des quartiers entiers restaient dans le noir. Mais à l'intérieur de l'hôpital Grady Crest, une lumière n'avait pas faibli de la nuit. Les voix de 3 enfants qui refusaient d'arrêter de chanter. Leur harmonie avait été diffusée en direct pendant la panne. Au matin, des millions de personnes l'avaient vue. Les DJ radio repassaient l'extrait, les émissions matinales louaient leur bravoure, et des inconnus les appelaient le cœur d'Atlanta. Mais dans la salle du conseil, la célébration était le dernier souci de Bolton. Leur cas est devenu un cirque médiatique,
grogna-t-il en jetant un journal sur la table. Les gros titres criaient, des triplés chantent à travers la tempête alors que leur mère lutte pour sa vie. Madame Caldwell, calme et stable, soutint son regard. Peut-être est-ce parce que cette famille mérite de l'aide. La lèvre de Bolton se retroussa. Il ne mérite pas de mettre cet hôpital en faillite. Et quant au docteur Reed? Ses yeux se plissèrent. Il est fini ici. Je m'en assurerai. Pendant ce temps, à la cafétéria, Ruby distribuait au triplé des assiettes en carton empilées de crêpes, offertes par une gentille infirmière. Leur voix était rauque d'avoir chanté toute la nuit, mais leur moral était haut. On a sauvé maman, chuchota fièrement Nico. Ruby embrassa ses boucles. Bébé, tu as donné de l'espoir à toute la ville. Soudain, Alicia fit irruption, le visage blême. Elle serrait son téléphone fermement. Le compte de dons, bégaya-t-elle. Il est vide. Chaque dollar a disparu. Nova se figea, une bouchée en suspens. Comment ça, disparu? Quelqu'un l'a piraté, dit Alicia, la voix tremblante. Tout l'argent que les gens ont donné, des dizaines de milliers. Ça a été détourné vers un compte privé. Ils ne peuvent pas le tracer. Les mains de Ruby tremblèrent de rage. Ce serpent de docteur. Les triplés se dévisagèrent, la panique montant. Mais maman a besoin de cet argent, pleura Nia. On ne peut pas la laisser mourir. Marcus arriva juste au moment où leurs voix se brisaient. Alicia se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Sans ces fonds, Bolton va essayer d'annuler l'approbation. Il prétendra que le cas ne peut être couvert. La mâchoire de Marcus se contracta. Pas si je l'arrête. Cet après-midi-là, Tiana se réveilla. Sa poitrine se soulevait superficiellement, chaque souffle était une bataille. Marcus était assis près d'elle, sa main planant juste au-dessus de la sienne. Ils ont approuvé ton dossier, lui dit-il doucement. Tu auras l'opération. Ses lèvres tremblèrent. Mais à quel prix? Il hésita. Puis, d'une voix assurée, il dit, je connais la vérité maintenant, Tiana. Les enfants. Ce sont les miens. Ses yeux s'écarquillèrent de panique, se remplissant de larmes. Tu n'étais pas censé la prendre comme ça. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? La voix de Marcus se brisa. Toutes ces années, j'aurais pu être là. J'aurais pu aider. Tiana détourna le visage, la honte gravée sur chaque trait. Je ne voulais pas te ruiner. Tu avais ta bourse, ta carrière. Je ne pouvais pas te laisser tout sacrifier pour moi. La gorge de Marcus brûla. Tu crois que ma carrière compte plus que ma famille? Que toi. Son silence fut une réponse suffisante. Il se pencha plus près, chuchotant férocement. Écoute-moi. Tu n'es plus seul, et eux non plus. Peu importe ce que ça me coûte, je paierai. Toi et ces enfants, vous êtes ma famille, et je ne partirai plus jamais. Pour la première fois depuis des années, ses larmes coulèrent non pas de peur, mais de la fragile étincelle de l'espoir. Ce soir-là, le hall se remplit de journalistes, les flashs crépitant alors que les triplés répondaient timidement aux questions. Qu'est-ce qui vous a fait continuer à chanter? Demanda l'un d'eux. Nova leva fièrement le menton. Parce que maman avait besoin de nous. Et la musique rend la peur plus petite. Un autre journaliste s'accroupit à leur niveau. Connaissez-vous le docteur Reed? Nia rayonna. C'est notre ami. Nico laissa échapper, il est comme notre papa. Les journalistes eurent le souffle coupé, griffonnant furieusement. Ruby écarquilla les yeux, marmonnant, « Seigneur, ces bébés vont encore casser Internet. » À l'autre bout de la ville, Dr Collins referma violemment son ordinateur portable, jurant alors que les présentateurs annonçaient le vol des dons. « Ils sont sur nous », avertit son complice au téléphone. « Je m'en fiche », claqua Docteur. « Tant que j'ai l'argent, ils peuvent chanter jusqu'à ce que leur gorge saigne. Ils ne verront jamais un centime. » Mais dans ses tripes, Docteur savait que la ville ne se reposerait pas tant que justice ne serait pas rendue. Et Marcus Reed, s'il soupçonnait Docteur, ne s'arrêterait pas avant de l'avoir traîné dans la lumière. De retour dans la salle du conseil, Bolton tenait un dossier triomphalement. Nouveau développement, les fonds de donation ont disparu. Sans eux, ce cas n'est plus financièrement viable. La voix de Madame Caldwell était tranchante. Vous ne pouvez pas les pénaliser pour avoir été victimes de fraude. Regardez-moi faire, ricana Bolton.
Et quand Reed essaiera de me défier, je l'exposerai comme étant le père de ses enfants. Son conflit d'intérêts détruira à la fois sa crédibilité et sa licence. Il eut un sourire narquois, certain de la victoire. Cette nuit-là, Marcus se tenait à la fenêtre de la chambre de Tiana, regardant les nuages d'orage s'estomper dans un coucher de soleil meurtri. Les enfants dormaient recroquevillés sur des chaises, Ruby montant la garde avec ses yeux féroces habituels. Il chuchota à Tiana, « Demain, ils essaieront de tout nous prendre. Mais je ne les laisserai pas faire. Peu importe ce que fait Bolton, peu importe ce que tente Docteur, notre famille survivra à ça. » La main de Tiana trouva la sienne, sa voix faible mais stable. « Alors tu ferais mieux de te battre comme tu ne l'as jamais fait avant. » Au bout du couloir, Alicia se précipita vers lui, le visage sombre. « Marcus, tu dois voir ça. » Elle lui tendit sa tablette. Sur l'écran, une alerte info flamboyait, un administrateur d'hôpital sous le feu des critiques alors que des rumeurs de paternité se répandent. Et en dessous, une photo, Marcus agenouillé avec les enfants, leur ressemblance indéniable. La poitrine de Marcus se serra. La vérité avait éclaté. La lumière du matin luttait pour percer les lourds nuages, laissant l'hôpital enveloppé de gris. Mais à l'intérieur, l'air bourdonnait d'énergie. Les journalistes se pressaient dans le hall, leurs caméras braquées sur les portes de la salle du conseil. Le gros titre s'était répandu pendant la nuit. Célèbre chirurgien père secret des triplés chanteurs. L'histoire était devenue nationale. Et maintenant, tous les yeux étaient tournés vers Marcus Reed. À l'intérieur de la salle du conseil, la tension était suffocante. La longue table était occupée par des administrateurs, des conseillers juridiques et quelques membres du conseil au visage de pierre. Au bout, Bolton était assis, suffisant, des papiers soigneusement empilés devant lui comme des armes. Marcus était assis en face, les épaules carrées. Alicia se tenait à ses côtés, l'expression féroce, tandis que Ruby était assise au fond, prête à bondir si quiconque s'en prenait à ses bébés. Madame Caldwell ouvrit la séance d'un coup de marteau. Nous sommes ici pour aborder à la fois le statut de l'opération de mademoiselle Tiana Price et les allégations entourant le docteur Marcus Reed. Monsieur Bolton, vous pouvez commencer. Bolton ne perdit pas de temps. Il se leva avec fluidité, sa voix suintant la confiance. La réputation de cet hôpital a été mise en péril. Nous avons été entraînés dans un cirque médiatique parce que le docteur Reed n'a pas divulgué son implication personnelle. La femme en question n'est pas n'importe quelle patiente. C'est son ancienne compagne, et ses enfants qui paradent dans le hall sont les siens. C'est un conflit d'intérêts clair et une violation de l'éthique médicale. Je recommande que nous retirions le docteur Reed de ce cas immédiatement et que nous reconsidérions notre approbation pour l'opération de mademoiselle Price. Des chuchotements parcoururent la salle. Les appareils photo cliquetaient derrière la porte, capturant les ombres de l'échange houleux. Marcus se leva lentement, son regard balayant la pièce. « Oui, dit-il fermement, c'est vrai. Tiana Price est la femme que j'ai aimée autrefois, et ses enfants, Nova, Nia et Nico, sont les miens. » Des exclamations éclatèrent, le sourire de Bolton s'élargit comme un prédateur qui avait acculé sa proie. « Mais laissez-moi être clair, » poursuivit Marcus, sa voix tranchant le bruit. « Je ne les ai pas abandonnés. Je n'ai pas choisi ma carrière plutôt qu'eux. J'ai été tenu dans l'ignorance. Tiana est partie sans me dire qu'elle était enceinte. Elle a porté ce fardeau seule parce qu'elle craignait que je ne perde tout si je restais à ses côtés. » Il se pencha en avant, les yeux brûlants de conviction. Et elle avait raison. Parce qu'en me tenant ici aujourd'hui, je pourrais tout perdre. Mais si sauver sa vie et revendiquer mes enfants me coûte ma carrière, alors qu'il en soit ainsi. Certaines choses valent plus qu'une réputation. Le conseil tomba dans le silence. Les yeux de Madame Caldwell brillaient. Mais Bolton bondit sur ses pieds, claquant une main sur la table. Discours touchant, ricana-t-il. Mais il ne s'agit pas de vos sentiments. Il s'agit de la politique de l'hôpital. Vous ne pouvez pas opérer votre propre compagne, et certainement pas la mère de vos enfants. Si cette opération a lieu sous votre main, elle détruira la crédibilité de cet hôpital. Et ne pensez pas que la presse ne nous crucifiera pas pour ça. La voix de Marcus se durcit. Alors assignez un autre chirurgien. Le docteur Patel est plus que capable. Je me fiche de qui le fait, tant que c'est fait. Bolton eut un sourire narquois. Sans les fonds de donation, peu importe qui le fait. L'argent a disparu,
et ce conseil ne peut pas autoriser une opération que nous ne pouvons pas payer. Ruby bondit sur ses pieds, sa voix cinglante comme un fouet. Disparu. Cet argent a été volé. Ces bébés ont chanté jusqu'à s'en écorcher la gorge. Et toute cette ville a donné pour sauver leur maman. N'osez pas les punir pour le crime d'un voleur. Madame Caldwell leva la main. Elle a raison. Si les fonds ont été volés, nous devons demander restitution. Mais cela n'efface pas l'intention des donateurs. Le soutien public est indéniable. Le visage de Bolton rougit. L'intention ne paie pas les factures médicales. À ce moment-là, Alicia s'avança, tenant son téléphone bien haut. En fait, si. La plateforme de dons vient de confirmer. L'assurance couvrira les fonds volés. Chaque dollar sera remboursé. L'argent est sécurisé. La salle éclata en murmures. Le calme de Bolton se fissura. La poitrine de Marcus se gonfla de soulagement. Mais Bolton n'avait pas fini. Même avec les fonds rétablis, ce scandale est un poison. Si nous continuons, cet hôpital deviendra la risée de tous. Les sponsors se retireront. Les donateurs fermeront leur portefeuille. J'exhorte le conseil à refuser cette opération. Non pas seulement pour le bien de l'hôpital, mais pour le bien supérieur de cette institution. Marcus claqua ses mains sur la table. Le bien supérieur. Dites ça aux 3 enfants qui sont sur le point de perdre leur mère. Dites ça à une femme qui n'a rien fait d'autre que se battre pour survivre. Vous parlez de politique pendant que les gens saignent. Vous vous cachez derrière des règles pendant que des enfants chantent devant votre porte. Ce n'est pas du leadership. C'est de la lâcheté. Les mots résonnèrent comme le tonnerre. Même certains alliés de Bolton se remuèrent, mal à l'aise. Madame Caldwell frappa à nouveau avec le marteau. Nous en avons assez entendu. Nous allons voter immédiatement. En bas, les triplés étaient assis au bord de leur siège, se tenant les mains en attendant. Les journalistes les pressaient de questions, mais Ruby chassait les caméras. Reculez, aboya TL. Ces bébés ne sont pas votre gros titre. Nova serra ses frères et sœurs plus fort. S'il vous plaît, faites qu'ils disent oui. En haut, le conseil griffonnait ses votes. La salle était tendue, chaque grattement de stylo contre le papier résonnant comme un battement de tambour. Madame Caldwell rassembla les bulletins, compta, puis leva les yeux. Le conseil approuve l'opération de Mademoiselle Price. Elle aura lieu aujourd'hui. Le soulagement explosa dans la poitrine de Marcus. Alicia expira brusquement, Ruby essuya ses larmes, et les voix des triplés montèrent du hall alors qu'ils applaudissaient. Mais le visage de Bolton se tordit de rage. Il se pencha vers Marcus, son murmure venimeux. Tu as peut-être gagné cette bataille, Reed. Mais d'ici ce soir, je ferai révoquer ta licence. Tu ne pratiqueras plus jamais la médecine. De retour dans le hall, les triplés sautèrent dans les bras de Marcus, leur petite voix se chevauchant. On a gagné? Maman peut aller mieux maintenant? Marcus les serra fort, les yeux humides. Oui, elle va avoir sa chance. Mais même en les tenant, il sentait le poids de la menace de Bolton. L'opération était approuvée, mais la guerre était loin d'être terminée. Et là-haut, alors que Tiana était préparée pour le bloc opératoire, son moniteur cardiaque sauta un battement, avertissant du peu de temps qu'il lui restait. La salle d'opération brillait sous les lumières stériles, un contraste frappant avec les couloirs assombris par la tempête. Tiana gisait pâle sur la table, drapée de champs stériles. Marcus se tenait juste derrière la vitre, calot à la main, les yeux rivés sur la femme qu'il avait aimée. Il n'aurait pas le droit d'opérer aujourd'hui, Bolton y avait veillé. Mais le docteur Sana Patel était une chirurgienne à qui il confierait sa vie. Patel lui jeta un coup d'œil à travers la vitre, le regard stable. Je m'en occupe, disait son regard. En bas dans la salle d'attente, les triplés s'accrochaient au bras de Ruby. Nova chuchota, est-ce que maman va se réveiller? Ruby lissa leurs cheveux. Votre maman est forte, plus forte que cette tempête, plus forte que le monde entier. Elle va revenir vers vous. Alicia les rejoignit, s'accroupissant. Les opérations prennent du temps. Ça va sembler une éternité, mais la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant, c'est continuer à y croire. Elle en a besoin. Alors les enfants firent la seule chose qu'ils savaient faire, ils fermèrent les yeux et fredonnèrent au Magen, leur voix douce et tremblante remplissant la pièce d'un espoir fragile. Là-haut,
Patel fit la première incision. Scalpel. Pendant 1 heure, l'opération progressa sans heurts. L'espoir gonflait dans la poitrine de Marcus. Puis, sans avertissement, le moniteur cardiaque afficha une ligne plate. L'alarme perçante trancha la pièce. On la perd. Chariot d'urgence, maintenant, cria Patel. Le souffle de Marcus se coupa. Il frappa la main contre la vitre, une rage impuissante l'envahissant. Allez, Tiana. Ne me fais pas ça. À l'intérieur, Patel appliqua les palettes. Dégagez. Le corps de Tiana sursauta violemment. Rien. Encore. Dégagez. Toujours rien. Les ongles de Marcus s'enfoncèrent dans ses paumes. En bas, les triplés s'arrêtèrent brusquement de chanter, des frissons parcourant leur échine. Les yeux de Nia s'écarquillèrent. Quelque chose ne va pas. Je peux le sentir. Les mains de Nova tremblèrent en agrippant le bras de Ruby. On doit chanter plus fort. Elle a besoin de nous. Et ils le firent, se levant, voix écorchées mais inflexibles, versant tout ce qu'ils avaient dans la chanson. Omagen résonna dans le hall, monta dans les cages d'escalier, s'infiltra dans les conduits, inondant l'hôpital comme une prière vivante. Les patients et les visiteurs se joignirent à eux, leurs voix s'enflant un chœur. En quelques minutes, l'hôpital devint une cathédrale de sons, chaque voix levée dans une supplique désespérée. De retour au bloc, Patel choqua Tiana une 3e fois. Le moniteur vacilla, puis se stabilisa. Un bip faible. Un battement de cœur. Patel expira, le soulagement inondant son visage. On l'a récupéré. Stabilisé et continué. Les genoux de Marcus faillirent se dérober. Il appuya son front contre la vitre, murmurant « Merci ». Une autre heure passa. Finalement, Patel retira ses gants. Elle est stable. Opération terminée. Marcus s'affaissa contre le mur, les larmes brûlant ses yeux. Pour la première fois depuis des jours, il s'autorisa à respirer. Des heures plus tard, Tiana fut transférée en salle de réveil. Marcus suivait de près, sa main effleurant la sienne. Ses paupières papillonnèrent, s'ouvrant à peine, mais assez pour le voir. « Tu es resté » chuchota TL, la voix fragile. « Toujours » dit-il, la gorge serrée. « Et je ne pars plus. » Une larme solitaire glissa sur sa joue alors qu'elle sombrait dans le sommeil. En bas, Marcus apparut dans la salle d'attente, toujours en tenue de bloc, l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. Les triplés se précipitèrent vers lui. « Est-ce qu'elle va bien ?» Marcus s'accroupit, les attirant tous dans ses bras. Sa voix se brisa, elle a réussi. Votre maman est vivante. Les enfants sanglotèrent contre sa poitrine, le soulagement se déversant comme la pluie après la sécheresse. Ruby s'essuya furieusement les yeux, marmonnant « Merci, Jésus ». La salle d'attente éclata en acclamations. Mais tout le monde ne se réjouissait pas. Dans son bureau, Bolton bouillait, fixant les gros titres. La mère des triplés sauvée par une opération d'urgence. Le docteur Reed soutient sa famille malgré le scandale. Il frappa du poing sur son bureau. Cela aurait dû l'enterrer. Au lieu de ça, ils en ont fait un héros. Son assistant bougea nerveusement. Que faites-vous maintenant ? Les yeux de Bolton se plissèrent. Il pense que c'est fini. Ça ne l'est pas. Si je ne peux pas le battre avec la politique, je l'enterrerai avec le scandale. Il sortit un dossier épais. De vieux dossiers de l'internat de Marcus, des erreurs corrigées il y a des années. Bolton eut un sourire cruel. Tout le monde a des cadavres dans le placard. Il est temps de traîner les siens dans la lumière. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Dr Collins était assis dans un motel bon marché, des piles d'argent sur le lit. Il comptait les billets, le sourire large. Ils célèbrent tous, et je suis le seul à gagner. Mais un coup sec ébranla la porte. Docteur se figea. Un autre coup, plus fort. Police d'Atlanta, ouvrez. Son sourire disparut. De retour à l'hôpital, Marcus était assis près du lit de Tiana. Il tenait sa main doucement. Tu m'as donné 3 miracles, Tiana. Et je ne les laisserai jamais partir. Mais au fond de lui, il savait que Bolton n'avait pas fini. La vraie tempête n'était pas encore passée. Le matin se glissa dans le Gradicrest comme une bénédiction, une lumière dorée glissant sur les sols polis. Le pire de l'orage était parti.
Le monde sentait la pluie, le désinfectant et les secondes chances. Tiana dormait, palme et stable. Les triplés somnolaient à tour de rôle sur les chaises. Mademoiselle Ruby était assise droite comme toujours, son sac sur les genoux tel un bouclier et un trône. Marcus se tenait au pied du lit. Il avait mémorisé chaque montée et descente de sa respiration. Il sortit de sa poche un petit anneau en argent et le fit rouler entre ses doigts. Pas une demande en mariage, pas encore. Une promesse. Le docteur Sana Patel se glissa dans la pièce. « Ta fille est plus coriace que la météo », murmura-t-elle. Pas de complications. Marcus expira. « Tu viens de faire pleurer un chirurgien », plaisanta Patel, avant d'adoucir son regard. « Je suis heureuse pour vous. Mais tu sais ce qui arrive. Bolton. » Le nom avait un goût de métal. Il poussera le conseil médical. Il poussera la presse. Reste fidèle à ce qui est vrai, conseilla Patel. Ne le laisse pas te rendre petit. Tiana remua. Ses yeux le trouvèrent. Tu es encore là. Toujours. Il s'approcha, plaça le petit anneau d'argent sur une fine chaîne et la drapa doucement sur sa clavicule. Pas une demande, dit-il, la voix rauque. Une promesse. Plus de fuite. Plus de silence. Quand tu seras forte, on parlera du reste. D'accord, souffla-t-elle, les larmes coulant, douces et lumineuses. La porte s'ouvrit à la volée et 3 petits météores percutèrent la pièce. Maman. Maman. Tiana passa ses doigts tremblants dans leurs cheveux. Les triplés fredonnèrent le pont de Homagen, si doucement que cela ressemblait plus à une prière. Alicia frappa à la vitre. Je peux voler 2 minutes. Elle ouvrit un dossier comme si c'était un cadeau. La plateforme de dons a remboursé les fonds volés. La police a gelé les transferts sortants. Quelqu'un a essayé de faire passer ça par une société écran dans un motel. Devine qui, dit Marcus. Docteur, confirma Alicia. Ils sont à sa porte en ce moment même. À l'autre bout de la ville, une lumière graisseuse balafrait une chambre de motel bon marché où Dr Collins fourrait des liasses de billets dans un sac de sport. La porte trembla sous le poids d'un poing. Police d'Atlanta, ouvrez. Le sourire de docteur mourut. Il balaya l'ordinateur, les cartes SIM, l'argent. Il fonça vers la fenêtre arrière, peinte et bloquée. Il donna un coup d'épaule. Le cadre gémit. La serrure d'entrée tourna avec un clic. 2 officiers entrèrent, calmes, habitués. Docteur Collins? Docteur hésita une seconde de trop, puis décala. Son épaule heurta la fenêtre. Le châssis explosa. Il passa une jambe au travers avant que l'officier le plus proche n'attrape sa cheville et ne le replie sur la moquette comme un mauvais tour de cartes. Mec, vous en faites trop. Main dans le dos. Le métal embrassa ses poignets. Le sac d'ordinateur glissa du lit, déversant une bobine de reçu comme une confession. À midi, le hall de l'hôpital ressemblait à un centre communautaire après la messe du dimanche. Des éventails d'église s'agitaient, des poussettes, des infirmières tenant leur café comme une communion. Madame Caldwell monta sur la petite estrade. Bonnes gens d'Atlanta, commença-t-elle. Cet hôpital a été témoin de quelque chose que je n'oublierai jamais. Pendant un blackout, alors qu'une tempête essayait de nous couper le souffle, 3 enfants nous ont rendu notre voix. Le hall répondit par des acclamations. Aujourd'hui, nous choisissons la compassion comme politique. Elle se tourna, épinglant la rangée d'administrateurs du regard. Avec effet immédiat, Grady Crest Médical établit le fonds de soins communautaires, dédié aux cas d'urgence pour les familles non assurées, et nommé en l'honneur de la femme qui n'a jamais quitté le côté de ses enfants, le fonds de soins communautaire Ruby Johnson. Le hall rugit. Mademoiselle Ruby, qui n'avait jamais pleuré en public de sa vie, mit sa main sur sa bouche et craqua. Caldwell poursuivit. Ensuite, les fonds volés ont été restaurés. Quant au personnel. Monsieur Bolton est placé en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Un hoquet parcourut la rangée des administrateurs. Elle recula. Maintenant, j'aimerais inviter ces voix qui ont maintenu cet endroit ensemble à partager une chanson de plus. Les triplés regardèrent Tiana. Elle opina. Nova inspira. Nia trouva sa note. Nico trouva le rythme. La première ligne de Homagen s'éleva comme l'aube sur l'eau. Le hall chanta en retour.
Marcus regarda les épaules de Tiana trembler. Il prit sa main. Elle s'appuya contre lui comme si elle avait eu l'intention de tomber ainsi toute sa vie. Quand la dernière note trembla dans le silence, le hall explosa. Caldwell revint au micro. Dans une semaine, nous organiserons un concert de remerciements. Nos invités d'honneur ouvriront le spectacle. Contrat équitable. Performance payée. Avec chaque chèque contresigné par leur maman. Ruby hurla « Amen » sans une once de honte. Les journalistes affluèrent. « Docteur Reed, êtes-vous le père ?» Alicia leva les deux mains, calme comme un agent de la circulation. « Une à la fois, s'il vous plaît. Pas de questions directes aux enfants. » Un détective se fraya un chemin jusqu'à Alicia. Suspect du vol de dons en garde à vue. Fonds sécurisé. Alicia glissa la nouvelle à Ruby, qui la chuchota dans les cheveux de Tiana. Le soulagement ressemblait à de l'air. Ils ramenèrent Tiana à l'étage avant que la foule ne puisse l'engloutir. Dans la chambre, le calme semblait sacré. Le soleil inondait la couverture. L'anneau sur la chaîne clignait. Un coup fut frappé à la porte, doux mais officiel. Un coursier en veste marine tenait un presse-papier. Livraison pour le docteur Reed. Signature requise. Marcus signa, ouvrit l'enveloppe rigide. Il lut. La pièce s'inclina d'1 degré. Marcus. La voix de Tiana était fine. Qu'est-ce que c'est? Il déglutit. Du conseil médical de l'État. Ruby se redressa. Pardon? Il continua de lire. Avis de procédure sommaire. Allégation de faute professionnelle. Audience d'urgence demain 9h. La plainte était jointe. Des notes triées sur le volet de son internat, une ancienne complication épicée pour ressembler à de la malveillance. Et en bas, un nouvel addenda, défaut de divulgation de conflit d'intérêts, signé par un certain G. Bolton. Marcus leva les yeux. Les triplés étaient devenus très immobiles. Ils viennent pour toi, chuchota Tiana. Il replia soigneusement les papiers et les glissa dans l'enveloppe, comme une lame dans un fourreau. Il força un sourire pour les enfants. J'ai promis que je ne fuirais pas, dit-il doucement. Alors je serai là. Le menton de Nova s'avança. On chantera devant le bâtiment. Non, bébé, murmura Tiana. On ne va pas tout transformer en scène. La voix de Ruby coupa, de l'acier enveloppé de miel. On ne fait pas une scène. On fait une couverture. Cet homme n'entrera pas là-dedans tout seul. Marcus regarda autour de la pièce. La femme qu'il aimait, vivante par des points de suture et la grâce. 3 enfants qui connaissaient maintenant ses mains comme celles d'un père. La tante qui s'était tenue comme un phare dans chaque tempête. La peur pressait, l'amour pressait plus fort. Demain, dit-il, plus pour lui-même que pour eux, nous dirons la vérité plus fort qu'ils ne disent leurs mensonges. Dehors, le soleil grimpait sur la vitre. Au bout du couloir, quelqu'un riait. Dans le lit, le souffle de Tiana gardait le rythme. L'enveloppe trônait sur la table de chevet comme un défi. Et le cœur qui avait porté une ville commença à se rassembler pour une dernière chanson. L'aube se leva, couleur de chair de pêche, douce et collante contre la vitre de la fenêtre de Tiana. La ville était rincée, propre. Les bus sifflaient en s'éveillant. Les camions de presse clignotaient. Et quelque part, en bas sur Baker Street, un trompettiste chauffait son instrument comme s'il appelait le soleil. Marcus se tenait devant le lavabo, ajustant une cravate bleu marine avec des mains capables de réaliser une suture les yeux bandés, mais qui, à cet instant, tremblait. L'enveloppe du conseil de l'ordre gisait sur le plateau, à côté du lit, tel un défi silencieux. Miss Ruby s'affairait autour des cols des triplés. De minuscules chemises blanches, de minuscules chaussures noires. De petites paumes battant des rythmes silencieux pour empêcher leurs nerfs de lâcher. Tiana les observait tous, appuyés contre ses oreillers, les couleurs revenues sur ses joues. Elle porta la main à son cou, souleva la chaîne au petit anneau d'argent et la lui tendit. « Prends-la, chuchota T.L. Emporte-moi avec toi. » Il se pencha pour qu'elle puisse l'attacher autour de son cou. Le métal froid effleura sa peau comme une promesse qui connaîtrait son pouls par cœur. « Je reviendrai, dit-il, tentant de donner à sa voix une assurance facile. Nova s'avança, solennel comme un diacre. « S'ils sont méchants, regarde-nous simplement, ordonna T.L. Nous serons devant le bâtiment. Nous rendrons ton courage plus grand.
Il sourit, quelque chose de doux se brisant dans sa poitrine. Marché conclu. Le bâtiment du Conseil médical de l'État, fait de pierre et de verre, résonnait trop fort. Dehors, une foule s'était rassemblée, donnant à ce mardi des airs de dimanche. Des infirmières en blouse, des employés de cafétéria avec leur café, des tantes arborant leurs chapeaux d'église, des oncles en casquette, et une chorale de jeunes de New Hope, classeurs en main, prêts à chanter. Les caméras rôdaient en périphérie mais gardaient leur distance, comme s'il s'agissait non pas d'un scandale, mais d'un office religieux. Les triplés se tenaient au premier rang avec Miss Ruby et Alicia. Une petite pancarte peinte à la main reposait contre une jardinière, « Nous chantons la vérité ». Une autre, écrite avec les lettres tremblantes de Nico, « Laissez les bons médecins soigner ». À 9 heures précises, les portes avalèrent Marcus et le docteur Patel. À l'intérieur, la salle du conseil sentait vaguement le citron et le papier. 7 membres leur faisaient face de l'autre côté d'une longue table en chêne. La présidente, une femme aux cheveux argentés et à la colonne vertébrale droite, leur fit signe de s'asseoir. « Nous apprécions votre présence, docteur. » « Lisez, » commença-t-elle. « Ceci est une procédure sommaire concernant des allégations de conduite non professionnelle, incluant des conflits d'intérêts non divulgués. » Bolton était là, au fond de la salle, les bras croisés, un semblant de sourire aux lèvres ressemblant à une ecchymose. Il ne parlait pas, il n'en avait pas besoin. Sa signature crevait les yeux sur le dossier de plainte, telle une empreinte graisseuse. La présidente croisa les mains. « Commençons par votre déclaration. » Marcus se leva. Il ne regarda pas Bolton, il regarda les membres du conseil un à un, comme s'il racontait une histoire autour d'un café dans sa cuisine. « J'ai divulgué ma relation passée avec Mademoiselle Price dès que j'ai su qu'elle était la patiente, dit-il d'une voix égale. Je me suis récusé de l'opération dès que la paternité est devenue probable. Le docteur Patel a dirigé le cas. J'ai apporté mon soutien depuis le couloir, comme tout médecin l'aurait fait pour n'importe quel patient. Mon erreur a été de ne pas anticiper la rapidité avec laquelle le passé et le présent allaient entrer en collision. Mon devoir a toujours été, et reste, le soin des patients. Parfois, ce devoir exige de prendre du recul, parfois il exige de se lever. » Une membre du conseil aux yeux bienveillants inclina la tête. « Et les enfants ? » ?»« Oui, » répondit Marcus. Il sentit l'anneau pressé froidement contre sa poitrine. « Ce sont les miens. Je l'ai appris par un résultat de laboratoire il y a 48 heures. J'ai l'intention d'être leur père de toutes les manières que la loi et l'amour le permettent. » Les stylos se figèrent. Quelqu'un toussa. Le sourire de Bolton s'amincit. La présidente hocha la tête. « Docteur Patel ?» Patel se leva, droite comme un piquet de fer. Le docteur Reed n'a pas touché un bistouri dans le bloc opératoire de Mademoiselle Price. Il n'a prescrit aucun médicament, n'a posé aucune voix, n'a même pas soufflé sur le champ stérile. Il a plaidé en tant qu'humain, et non en tant que chirurgien, lorsque la bureaucratie menaçait de transformer une femme en code de facturation. Si cela est non professionnel, alors la compassion a été classée à tort comme une faute. Un léger murmure s'échappa de la table du conseil, une approbation déguisée en raclement de gorge. Ce fut au tour d'Alicia. Elle étala des emails, des horodatage et des confirmations bancaires sur la table, comme une partition de musique. Le vol des dons était une fraude externe, dit-elle. Les fonds ont été remboursés. La police détient un suspect. Tenter de lier ce crime au docteur Reed relève soit de l'ignorance, soit de la malveillance. La présidente jeta un coup d'œil vers la porte où un détective en civil leva la main. Détective Rennes, police d'Atlanta. Nous avons arrêté un certain docteur Collins ce matin au Cascadine. Multiples chefs d'accusation de fraude électronique et de vol par tromperie. Il parle, et rien ne mène à cet hôpital ou à ce médecin. Reed restait silencieux, calme comme la poussière retombée. Enfin, Madame Caldwell s'avança, bien qu'elle ne fût pas à l'ordre du jour. Sa présence était un défi surprise. Elle ne parla pas en tant que membre du conseil, mais en tant que citoyenne. J'ai vu un homme risquer sa réputation pour garder notre hôpital honnête. J'ai vu 3 enfants soutenir un bâtiment avec une chanson. Nous ne punirons pas la lumière pour nous avoir montré où se cachait la pourriture. La présidente expira, les yeux rivés sur les papiers, puis sur les gens. Nous allons nous retirer pour délibérer. Dehors, le soleil réchauffait la pierre. Les triplés se tenaient sur les marches du tribunal, mains liées. Miss Ruby se pencha vers eux.
Vous n'êtes obligé de jouer pour personne, dit-elle. Mais si vous voulez prier, chanter ou fredonner, je vous couvre comme une aube de chorale. Nova serra les doigts de ses frères et sœurs. Juste un couplet, décida-t-elle, pour lui. Ils chantèrent doucement au début, de cette douceur qui se glisse sous les côtes et y demeure. La chorale des jeunes les rejoignit, s'imbriquant dans l'harmonie comme des pièces de puzzle. Les altos s'élevaient autour des voix aiguës des enfants, les ténors posaient une route sonore. Les passants s'arrêtèrent. Une factrice retira ses écouteurs et leva son visage vers le ciel. Les fenêtres de la salle du conseil étaient à double vitrage, mais la musique a cette façon d'ignorer l'ingénierie. Marcus était assis dans le couloir, les coudes sur les genoux, la tête baissée. À travers l'anneau et la chaîne, contre son sternum, il sentait la chanson comme un second pouls. Le docteur Patel était assise près de lui, son épaule solide comme un mur. « Ils sont avec vous, dit-elle. Il hocha la tête. Ils l'ont toujours été. C'est moi qui ne le savais pas. La porte s'ouvrit. La présidente le regarda, une sorte de douceur dégelant le granit de son visage. Docteur Reed. Il se leva. Merci de votre patience, dit-elle. Après examen des témoignages et des documents, le Conseil ne trouve aucun motif de suspension d'urgence. La plainte concernant le conflit non divulgué est rejetée. Vous vous êtes récusé de manière appropriée une fois la paternité confirmée. Nous recommanderons des mises à jour mineures de la politique de divulgation pour les cas urgents, à l'échelle de l'hôpital, et non personnelle. Quant aux allégations annexes concernant votre résidence, elles ont été précédemment jugées et closes. Nous ne voyons aucune raison de les rouvrir. Ses os se liquéfièrent. Il s'appuya contre le mur le plus proche et laissa échapper un soupir qui vivait dans son corps depuis des années. Vous pouvez reprendre votre pratique, conclut la présidente. Et Dr Reed, elle hésita, puis laissa les coins de sa bouche remonter. Dites à ses enfants qu'ils chantent magnifiquement bien. Les portes s'ouvrirent à la volée. Les appareils photo cliquetèrent, mais personne ne se précipita vers eux. La foule semblait savoir que ce moment appartenait d'abord à la famille. Les triplés lurent son visage comme la lumière du soleil à travers la pluie. Nico craqua le premier, explosant en un sprint qui se termina par une collision avec les genoux de Marcus. « T'es bon » demanda-t-il. « Je suis bon. » Marcus riait, rassemblant les trois enfants comme si ses bras avaient enfin trouvé le travail pour lequel ils avaient été conçus. « On est bon. » Miss Ruby lui donna une tape dans le dos, de cette manière qui signifiait à la fois fierté, avertissement et amour. « Je le savais » renifla-t-elle. « Maintenant, ramène ta femme et tes bébés à la maison. » D'abord, dit Alicia, essoufflée de joie et d'organisation, nous avons un concert à donner. La fin d'après-midi transforma le trottoir devant l'hôpital en fête de quartier. Les camions de restauration fumaient. Les tout petits titubaient. Les infirmières dansaient avec des patients en fauteuil roulant. La chorale des jeunes bordait la scène temporaire. Une bannière s'étirait au-dessus de l'entrée, « Merci, Atlanta ». En dessous, en lettres plus petites, le fonds de soins communautaire Ruby Johnson. Jour de lancement. Madame Caldwell ouvrit l'événement avec un discours bref et féroce sur une politique qui a du cœur. Puis elle fit signe au maître de cérémonie, qui fit signe au groupe, qui lança un 4 temps brillant et facile, comme une porte qui s'ouvre. Les triplés montèrent sur scène dans de petites vestes en jean. Quelqu'un les avait décorés de minuscules étoiles argentées. La foule devint folle. Nova se pencha vers le micro, les joues roses mais le menton haut. On a écrit une nouvelle chanson avec maman, dit-elle, la voix tremblante avant de s'affermir. Ça s'appelle La ville des battements de cœur. Ils commencèrent. Des claquements de mains. Un pouls tapé du pied. Une mélodie qui s'enroulait comme un ruban autour des histoires de réverbères. Le refrain s'éleva. On a tenu la lumière quand tout s'est éteint. On a gardé le rythme quand le cœur doutait. Levez les mains. Que toute la ville crie. Ville des battements de cœur. On est à la maison maintenant. Au deuxième couplet, la moitié d'Atlanta connaissait le refrain, et l'autre moitié faisait semblant de l'avoir toujours connu. Une trompette frappa une ligne dorée. Le pasteur de New Hope se lança dans une harmonie qui fit sourire des étrangers les uns aux autres comme des cousins. Tiana regardait depuis un fauteuil roulant près de la scène, les larmes coulant librement, l'anneau scintillant à son cou comme une petite lune. Lorsque le dernier accord frissonna dans la soirée, Marcus prit le micro, la foule se taisant autour de sa voix.
Vous avez sauvé ma famille, dit-il simplement. Vous avez sauvé ma ville. Merci aux infirmières, aux aides-soignants, aux concierges, aux employés de la cafétéria, à la sécurité, aux ambulanciers, aux médecins, à tous ceux dont le bon travail ne fait pas les gros titres mais garde les cœurs battants. Merci, Madame Caldwell. Merci, Miss Ruby, et à 3 petites personnes qui m'ont appris à quoi ressemble le courage. Il s'agenouilla alors, sans ostentation, juste humainement, pour que ses yeux soient au niveau des 3 pères qui le regardaient. J'ai raté vos premiers pas, dit-il, la voix brisée. Je ne raterai pas les prochains. Si c'est d'accord avec votre maman, puis-je être votre papa? 3 têtes hochèrent si fort que leurs cheveux rebondirent. Ils se jetèrent sur lui comme la joie elle-même. Des rires secouèrent la scène. Quelqu'un cria, n'en dis pas plus. Quelqu'un d'autre hurla, c'est ça. Il se leva et se tourna vers Tiana. Le monde se tut de la manière dont le monde se tait pour les moments importants. J'ai mis une bague sur une chaîne parce que je ne voulais pas demander l'éternité pendant que tu te battais pour aujourd'hui, dit-il. Mais aujourd'hui est là, et je veux tous tes lendemains, non pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que tu m'as sauvé. Il fit glisser l'anneau de la chaîne, les mains stables maintenant, et l'offrit, non comme un spectacle, non comme un paiement, mais comme une réponse à une question que la vie leur posait à tous deux depuis des années. Épouse-moi, Tiana Price. Prends mon nom ou garde le tien, ou invente-en un. Nous répondrons à n'importe quoi tant que cela signifie le maison. Tiana riait à travers des larmes qui ne voulaient pas s'arrêter. Tu as appris à faire de belles phrases pendant que je dormais, taquina-t-elle, la voix tremblante. Oui. La clameur qui s'éleva de ce trottoir aurait pu soulever les toits de pâté de maisons plus loin. Miss Ruby pleurait comme un alléluia. Le docteur Patel essuyait ses yeux en prétendant que c'était de la poussière. Alicia poussa un cri de joie si fort qu'un pigeon s'envola, effrayé, de l'auvent. Marcus glissa la bague au doigt de Tiana. Elle semblait à sa place, là, comme si la main avait attendu tout ce temps et savait où la poser. Le groupe trouva la tonalité sans que personne ne dise un mot, et le chant reprit, enflant une dernière fois. Plus désespéré cette fois, mais joyeux. La différence entre supplier et appartenir. Les gens chantaient avec toutes leurs tripes. Les fenêtres de l'hôpital attrapaient le son et le renvoyaient. Alors que le crépuscule bleuissait vers la nuit, des bougies scintillaient sur les écrans de téléphone comme des lucioles. Les triplés se blottirent contre leur mère, elle contre leur père, et lui contre une ville qui avait décidé d'être meilleure que son pire jour. Plus tard, quand les camions de restauration remballèrent et que les techniciens enroulèrent les câbles comme des serpents endormis, quand les caméras rentrèrent chez elle et que le trottoir sentait le sucre et la pluie, la famille prit l'ascenseur dans une bulle de silence. L'anneau étincelait. La chaîne gisait ouverte sur le plateau de chevet. Travail accompli. Dans la pénombre, Tiana toucha la joue de Marcus. On a réussi, dit-elle. Il embrassa ses articulations, puis le front de chaque enfant. On a réussi. Miss Ruby éteignit le plafonnier et laissa la lampe bourdonner doucement. Reposez-vous, les bébés, dit-elle, la voix comme une couverture. Demain aura sa propre chanson. La ville expira. Les sirènes s'adoucirent. Quelque part, l'homme à la trompette jouait une ligne lente et satisfaite qui s'enroulait autour de l'hôpital comme un bras protecteur. À l'intérieur de la chambre, les moniteurs gardaient le tempo. 3 petits cœurs somnolaient en 4 temps sous le souffle d'une mère et la promesse d'un père. Et Atlanta, raccommodée, fredonnant, nouvellement consciente de son propre rythme, apprenait les paroles d'un refrain qu'elle chanterait pendant très, très longtemps. Voici la fin de l'histoire, si j'ai pu égayer votre journée. Commentez, Monsieur Hope, vous avez illuminé ma journée.